Voici mon micro. Alors, nous avons une table ronde à présent consacrée à la finance durable, des paroles aux actes. Donc, je demandais à tous les intervenants de cette table ronde de nous rejoindre sur scène. Une table ronde qui va être animée par Sandrine Salerno, directrice de Sustainable Finance de Geneva et modératrice donc de... c'est comme ça qu'on dit ? Oui ? Avec l'accent Sustainable Finance de Geneva. Eh bien, mesdames, puisque c'est une table ronde entièrement féminine, c'est à vous. Je regarderai l'application et les questions éventuelles, si vous en avez, pour m'en faire l'écho. Et nous sommes donc partis pour une heure de plénière. Sandrine Salerno, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et tous. On va, pendant qu'on se présente, peut-être vous laisser vous installer, rapidement me présenter. Donc Sandrine Salerno, je vais modérer cette table ronde. Je travaille pour une structure qui s'appelle Sustainable Finance Geneva, qui est la première structure en Suisse qui s'est créée en 2008 sur la thématique de la finance durable. C'était la première et à l'époque, c'était la seule. Maintenant, on est un écosystème qui est un peu plus fourni avec pour ambition de sensibiliser l'écosystème genevois et international, puisqu'on est à Genève, sur les enjeux de la durabilité dans le monde de la finance. En 2008, donc c'est quelques années avant les accords de Paris, à une époque où, certes, on parlait de durabilité, mais peut-être moins, ou en tout cas très différemment dans les milieux de la finance au sens large. C'est donc une association pionnière qui... voilà, je vais arrêter de meubler, je pense qu'on commence à faire un peu le plein, qui s'est constituée et qui est constituée donc d'individus, donc vraiment une association très traditionnelle qui cotise pour son existence. Alors, les organisateurs l'ont dit, on a la chance d'avoir un panel de spécialistes et je vais vous les présenter autour de la table, un panel exclusivement féminin. C'est vrai que c'est assez surprenant, parce que dans le monde de la finance, on a plutôt des visages masculins dans les postes de pouvoir. Alors avant, on parlait du pouvoir notamment politique, mais qu'il soit politique, économique ou financier. On a plutôt l'habitude de voir des hommes. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, sur les thématiques de la durabilité, de la transition, d'une autre façon d'aligner les volontés sur la gestion et l'investissement de l'argent, on voit apparaître d'autres profils qui ont quand même une prédominance féminine qu'on voyait très peu traditionnellement, ce qui est bien aussi parce que on a vraiment le sentiment que la diversité et la diversité des opinions, des parcours, des regards sur le monde dans lequel on vit est certainement un atout s'agissant du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc je vais commencer par Alessia Torricelli, qui est la CFO, donc la directrice financière de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève, la CPEG. Donc, Alessia, vous avez un parcours dans la finance, mais surtout, en fait, dans la gestion des caisses de pension. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'aspect finance de la CPEG. La CPEG, c'est une très grosse caisse. C'est un détenteur de capital, dans le jargon, un asset owner. Vous êtes la 6e caisse suisse si en termes de bilan d'actifs, et vous avez 81 000 assurés dans cette caisse qui a vécu de nombreuses fusions encore assez récentes, qui pourra peut-être aussi continuer à grandir. Donc vous faites partie de la famille des détenteurs de capital. C'est vrai que notamment en Suisse, quand on pense au capital, on pense à la gestion de fortune. On va arriver à vous, Marie-Laure Schaffelberger. Mais le capital, c'est aussi notre argent à nous, individus lambda, avec nos comptes épargne, nos comptes courants et bien évidemment dans le système suisse, notre système de retraite. Donc, Alessia, vous faites partie de cette famille des asset owners, des détenteurs de capitaux qui sont très importants sur les marchés financiers en Suisse et de manière générale dans le monde. Marie-Laure Schaffelberger, vous avez une double casquette. On va commencer par celle qu'on a inscrite sur la fiche de présentation. Vous êtes la responsable de la stratégie ESG durabilité
pour le groupe Pictet. Le groupe Pictet, c'est une banque de gestion de fortune. C'est la banque la plus importante de gestion de fortune en Suisse. Vous avez donc nous expliqué quelle est la trajectoire de cette banque particulière, qui n'est pas une banque généraliste. Je vulgarise un peu parce qu'on n'est pas tous genevois suisses dans la salle, où vous et moi pouvons aller déposer nos avoirs. Par contre, cette banque universelle généraliste, c'est vous qui la représentez, Adrienne Aurel-Pagès. Vous représentez la Banque Postale, qui est une banque assureur. Un groupe très complet, donc cette banque universelle, une banque importante. Quand on regarde le bilan de la Banque Postale, vous êtes en 10e position dans la zone euro. Donc 2 représentantes du secteur de la finance, un secteur particulier, banque, assurance pour vous, Madame Aurel Pagès, et qui est cet intermédiaire qui investissait les fonds, notamment d'une Madame Torricelli qui a besoin du rendement de son capital, et on verra à quelles conditions. Vous êtes quand même des actrices, puis j'arriverai sur notre dernière intervenante, Lucie Pinson, un peu particulière, parce que j'ai oublié de le dire pour la CPEG, mais la CPEG fait partie des caisses en Suisse qui sait très rapidement, qui a été pionnière en matière de critères relatifs à l'investissement, là aussi avec une trajectoire, vous nous l'expliquerez, qui a évolué au fil du temps, et de la régulation aussi qui se met en place, principalement dans l'Union européenne, mais qui commence quand même timidement aussi à marquer son empreinte en Suisse. Donc quand même une caisse de pension qui fait partie des pionnières dans la réflexion sur les enjeux de durabilité, et puis 2 banques, à la fois l'universelle française et puis la très traditionnelle gestion de fortune suisse, qui elles aussi ont un track record, ont une réflexion sur la durabilité particulière, un peu quand même à l'avant-garde par rapport à d'autres secteurs financiers dans le même périmètre. Et puis, last but not least, Lucie Pinson, vous êtes la fondatrice, mais également la directrice d'une organisation non gouvernementale. Donc, vous représentez dans ce panel la voix de la société civile, Reclaim Finance. Vous êtes particulièrement connue pour votre engagement relatif à la finance pour le climat, avec un accent très fort qui a été le vôtre, qui continue d'ailleurs à l'être, d'un désinvestissement total dans le secteur du charbon, avec une très belle réussite qui a notamment favorisé l'émergence de Reclaim Finance. Vous avez obtenu un prix Goldman en 2020, donc il y a ça 2 ans. En me renseignant sur ce prix Goldman, il a l'équivalent du prix Nobel pour l'environnement. Donc une activiste, une voix, une des voix de la société civile aussi autour de la table, la volonté vraiment d'avoir une discussion avec les différents espaces, secteurs qui font aujourd'hui le monde de la discussion sur la finance, et notamment la finance durable. On va y arriver. Il nous manque quand même quelques secteurs qu'on n'a pas mis autour de la table parce qu'on ne voulait pas faire un panel trop complexe et trop lourd. C'est le monde des régulateurs, le monde politique, à la fois qui incite, mais qui fait les lois, les règlements qui s'appliquent au monde des investissements, de la finance de manière générale. Je vais peut-être commencer par une question très générale, un peu toute bête, le b.a.-ba, mais en définitive, le citoyen, la citoyenne traditionnelle, ou alors le politique, la personne qui travaille pour une collectivité publique dans un service. Il y a peut-être une vingtaine d'années, la finance durable, il en entendait très très peu parler. À partir du moment où, notamment, il y a eu les accords de Paris avec des objectifs qui ont été fixés, une grande partie d'États qui ont ratifié ces accords-là, un début de législation qui est allé très vite. Si on pense à l'Union européenne, on en a beaucoup plus entendu parler. Bon, un état de la planète aussi qui va se détériorant. On a la chance d'habiter à Genève, donc on est très en lien ici avec le monde des organisations non gouvernementales, des structures onusiennes. Je pense notamment au GIEC. J'ai tous les acronymes en anglais, donc ça va finir par être incompréhensible, mais également le Programme des Nations Unies pour l'environnement, avec sa branche finance. Donc on est très régulièrement
sensibilisés aux différents rapports qui sortent sur l'augmentation des températures. Et puis, comme citoyens, citoyennes, il suffit qu'on lise les journaux, qu'on écoute la radio, parfois qu'on regarde la télévision, pour se rendre compte qu'on est dans un monde qui a vraiment mal à sa croissance, à son surdéveloppement. À cela, malheureusement, s'est ajouté fin février de cette année l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui tend un peu plus des secteurs qui, de toute façon, étaient sous tension. Donc, dans cet environnement-là, citoyens, citoyennes, membres de collectivités publiques, on entend vraiment beaucoup parler de finances durables, avec des définitions peut-être très différentes de ce que c'est que la durabilité suivant d'où on parle et suivant du pays duquel on s'exprime, et puis de manière aussi concomitante, des mouvements de citoyens, notamment souvent jeunes, mais pas uniquement, mais très marqués quand même sous nos latitudes par des engagements de jeunes pour le climat, d'activistes qui parfois ont des façons très disruptives, très frontales aussi, d'arriver sur cette thématique. Donc ma première question, elle est vraiment de comprendre de quoi on parle. Est-ce qu'il y a une définition de la finance durable? C'est quoi concrètement la finance durable? Et s'il n'y a pas une définition, est-ce que c'est aussi une des explications de pourquoi aujourd'hui, quand on veut investir soit directement, soit indirectement son argent, je pense à une caisse de pension, on a très souvent le terme de éco-blanchiment en français, greenwashing en anglais, et une espèce de difficulté à se positionner. En fait, est-ce qu'on nous vend du rêve? Est-ce que c'est un chemin qui existe? Et concrètement, de quoi on parle? Donc peut-être la première question, c'est vous qui allez commencer à y répondre, Alessia. Dans votre caisse, à la CPEG, donc vous avez une fondation paritaire employeur-employé qui prend sur proposition la direction de la caisse. C'est quoi la finance durable aujourd'hui, en juin 2022? Alors, bonjour à tous. Première chose, la caisse est régie par une loi. Ça s'appelle la loi CPEG et on a l'article 4, alinéa 3. Je vous le lis parce que moi, par cœur, je ne sais jamais rien. Donc, l'activité de la caisse s'inscrit dans la perspective du développement durable et des investissements responsables. Donc, pour nous, c'est dans l'ADN de la caisse. On ne peut pas y échapper. On n'a pas une définition, je dirais, on n'a pas une définition de qu'est-ce que c'est durable. Parce que chaque définition, disons, je peux citer 100. Donc, on a une approche beaucoup plus pragmatique. On sait que disons, le monde doit transitionner, parce que sinon, on va devant une catastrophe écologique, sociale aussi, parce que parfois on oublie. Et donc, on doit réorienter les fameux flux financiers. C'est lié aux accords de Paris. Donc, nous, on a pris cet engagement, en quelque sorte, en disant, très bien, on sait que la société actuelle est basée elle est encore basée sur du carbone. On sait que tout le monde doit changer parce que parfois, on met que la finance au centre, mais c'est aussi le citoyen qui doit changer ses modes de faire. Donc, tout le monde doit aller dans un monde bas carbone. Et l'ambition de la caisse est l'ambition d'investir l'argent de nos assurés, parce qu'à la fin, nous, on a un devoir fiduciaire d'investir correctement cet argent, c'est de pouvoir trouver des investissements pour faire que la société et le monde de la finance transitionnent vers le monde, en guillemets, idéal, qui permettra de vivre correctement à tout le monde. C'est ça, pour nous, la définition, je dirais, générale de la finance durable. Vous nous rappelez peut-être le montant d'actifs que vous avez sous gestion pour qu'on ait un peu une image quand vous dites « nous ». C'est combien d'argent que vous allez placer Vous ne placez pas que sur les marchés financiers, vous avez aussi de l'immobilier. Mais la partie marché financier, on parle de combien? 15 milliards de francs suisses. Et la prévoyance professionnelle en Suisse, tout confondu, c'est plus de 1000 milliards. C'est 1000 milliards de francs suisses. Donc, c'est clair que si on se concerte et on prend des options, on peut vraiment changer et, imposer ou faire comprendre aux entreprises que c'est aussi dans leur business model. Certains business models, ils sont plus viables à moyen terme
que pour eux aussi, c'est quelque chose d'intéressant de changer, de transitionner. Merci. Je vais peut-être maintenant donner la parole aux deux représentantes de ce monde de la finance. Vous êtes, je l'ai dit, deux institutions bancaires différentes par essence, la gestion de fortune, d'actifs d'un côté, et puis vous le faites aussi bien évidemment, mais enfin un angle beaucoup plus banque universelle. Vous avez des positions identiques qui sont des positions de responsables de la transition, de la durabilité pour vos groupes. Donc quand on a un détenteur de capital, vous avez dit combien de milliards? Je les ai oubliés. 15 milliards qui vient vers vous avec une approche somme toute assez pragmatique, la définition légale, mais une approche assez pragmatique. Aujourd'hui, comment vous lui répondez? Et puis, est-ce qu'en définitive, le marché que vous créez, que vous nourrissez, que vous représentez, il a des opportunités pour cette cliente à 15 milliards. Concrètement, ça se passe comment? Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être la locale de l'étape, Marie-Laure Schaffelberger. Je vais peut-être commencer, puis revenir peut-être aussi sur la question de la définition, parce que c'est clair qu'il n'y a pas une définition, mais c'est quand même important de se replacer dans le côté, ce qu'on cherche à atteindre, c'est une finance qui est inscrite dans le long terme et non dans le court terme quand on parle de durable. C'est vraiment ça et c'est important de le souligner et qui permet à la fois à cette génération mais aussi aux générations futures de pouvoir vivre sur une planète en équilibre et avec une société qui est équitable. Donc vraiment revenir toujours à ça, c'est la mission. Alors on n'y est clairement pas, mais on n'y est clairement pas juste en finance. Je pense que vous avez parlé ces derniers jours sur le fait qu'on n'y est pas dans la société en général. Et ce qu'on dit, c'est que nos portefeuilles finalement en tant que détenteurs du capital, et c'est vrai aussi et surtout pour les asset owners, pour les caisses de pension, détiennent une part du capital, enfin ils reflètent l'état de la société. Si l'état de la société est sur une trajectoire à 3,4 degrés de réchauffement, les portefeuilles aujourd'hui se retrouveront forcément à ça. Et quel est le rôle finalement de la finance pour accélérer et changer ça? Et du coup, en finance durable, aujourd'hui, ce que ça veut dire, et ça va muer sur les prochaines années parce qu'on est dans une transition, ça veut dire en gros deux choses. Un, c'est la prise en compte des facteurs ESG, donc ces fameux facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance, qui sont en fait souvent vus plutôt sous la lorgnette du risque. Donc comment est-ce que des facteurs comme le changement climatique vont impacter le risque-rendement de mes investissements, donc auquel faisait référence Alessia. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que finalement, c'est très passif en fait comme vision. En fait, ce qu'il faut aussi qu'on regarde, si on veut s'inscrire réellement dans une démarche de finance durable, c'est l'impact des flux de capitaux sur des facteurs environnementaux et sociétaux. Donc, quel est l'impact du flux de capital qu'on va avoir pour nos clients? Parce que nous, on a une gestion de fortune, mais on a aussi une gestion institutionnelle pour des clients type caisse de pension, etc. Donc, comment est-ce que ces choix de gestion qu'on va faire vont impacter des facteurs comme le changement climatique? Et ce n'est pas la même chose. En Europe, le régulateur est très clair sur le fait qu'il faut regarder les deux. Mais si on va aux États-Unis, ils ne regardent que le facteur risque pour l'instant. Très, très peu le côté impact. Si on regarde par exemple les clients, beaucoup de clients institutionnels vont regarder plutôt le côté risque, regardent de plus en plus le côté impact, mais les clients privés, pour lesquels nous travaillons également, vont être beaucoup plus focalisés sur la partie comment est-ce que mon capital impacte des facteurs environnementaux et sociaux, et ils veulent comprendre comment ça se fait. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de défis liés à ça. Je vais peut-être m'arrêter là à ce moment-là, mais je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est plus on a de connaissances, de données, de compréhension en fait de ces différents facteurs, climatiques ou autres, et sur le climat, on a une foison de données, et je pense que Lucie et André en parleront aussi, plus ça nous donne la capacité de créer des produits, des solutions qui ensuite vont pouvoir servir différents types de clients, tant institutionnels que privés. Et donc je pense qu'on est à un moment charnière, ultra intéressant, où on a les données, de plus en plus de produits, on en parlera plus, et de plus en plus de leviers d'action en tant qu'institution financière.
Je m'arrêterai peut-être là pour peut-être donner la parole à Adriane. Oui, je crois que tu as donné effectivement une définition extrêmement complète de la finance durable. Je retiens vraiment, pour moi, effectivement, c'est la finance durable, c'est finalement une modification de ce fameux couple rendement-risque. Un banquier, ça prend traditionnellement ses décisions de financement et d'investissement en fonction du rendement et du risque. Donc ça, c'est le devoir fiduciaire. Exactement, voilà, la modification de ce couple par la prise en compte des externalités que sont l'impact sur l'environnement et la société. Et donc ça nécessite un bouleversement de la façon dont la finance fonctionne. Ça veut dire modifier nos méthodes d'analyse, ça veut dire modifier nos modèles, ça veut dire effectivement traiter de nouvelles données, mais ça veut dire aussi interagir différemment avec l'ensemble des parties prenantes que sont bien sûr nos clients, les entreprises dans lesquelles on investit, mais aussi d'ailleurs la société civile. Donc c'est aussi une philosophie assez nouvelle qu'est la finance durable. Donc pour répondre aussi concrètement du coup avec nous la perspective, vous l'avez dit, d'une banque universelle qui est la Banque Postale, on décline cette finance durable concrètement dans les offres pour nos différents types de clientèle. Donc évidemment sur la dimension épargne, en particulier notre asset manager, la Banque Postale Asset Management, a été le premier en France à basculer toute sa gamme de fonds en 100% ISR suivant le label d'État français. Donc aujourd'hui, tous les clients de la Banque Postale, on ne leur propose que des fonds ISR. On accompagne aussi nos clients donc particuliers sur la dimension financement avec par exemple toute une offre possible pour faciliter la rénovation énergétique de leur logement, mais aussi une offre dédiée à la clientèle en situation de fragilité financière. Je rappelle peut-être que la Banque Postale est une banque un peu originale dans le paysage français, en particulier par sa dimension territoriale, puisque la Banque Postale est une filiale de la Poste, donc avec une implantation territoriale extrêmement forte. On a plus de 17 000 points de contact avec le réseau La Poste en France, mais aussi par les missions de service public qui ont été données, et en particulier la mission d'accessibilité bancaire qui aujourd'hui permet à 1,5 million de personnes en France d'utiliser le livret A, donc qui est normalement un outil d'épargne, comme un premier élément de bancarisation, et donc d'aller faire en particulier des retraits en cash dans les bureaux de poste ou même de percevoir des revenus sociaux sur leur livret A. Je parle de populations qui seraient complètement exclues du système bancaire autrement, de sans domicile fixe, de migrants, et évidemment le sujet il est prégnant en ce moment. Donc sur la dimension clientèle particulière, on a ces différentes offres, et puis sur la dimension institutionnelle, donc on a parlé de la partie investissement, il y a aussi la partie financement qui finalement décline encore une fois le rôle traditionnel du banquier, que ce soit le financement bancaire, donc en particulier on développe auprès des collectivités locales notamment des prêts verts qui financent des projets dédiés à la transition énergétique, à la mobilité douce. Ou quand on utilise du coup les marchés pour se financer, c'est par exemple les émissions de green bonds. Donc on a effectivement une déclinaison possible de toute la palette d'outils de financement et d'investissement via la finance durable, qui nécessite en revanche, mais ça je pense qu'on y reviendra, un cadre très strict, une dimension normative très claire pour éviter effectivement l'éco-blanchiment. Bon, on reviendra aussi peut-être au financement de la transition, parce que c'est un des gros enjeux, et on peut aussi se demander en tant que citoyen, pourquoi ça ne va pas plus vite? Qu'est-ce qui manque? Alors que concrètement, vous parliez de la rénovation de la famille X qui veut faire rénover son bien ou acquérir un bien qui va devoir être rénové. On sait qu'il faudra des milliards au Nord, notamment même chez nous en tout premier lieu, pour rénover le parc immobilier. Peut-être première prise de parole pour vous, Lucie Pinson. Aujourd'hui, on en est où? Quelles sont encore pour vous les pierres d'achoppement les plus importantes, les leviers sur lesquels il faut appuyer? Certaines intervenantes l'ont dit, on est un peu en train de courir contre un temps qui nous manque, et on le sait. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses, que les mots soient en ligne avec les pratiques? Quel est votre regard?
Super, et ça va me permettre aussi de rebondir sur les réponses précédentes et puis la définition de la finance durable. Alors en effet, par finance durable, on entend souvent toute la gamme de produits ESG ou dits verts ou dits durables ou fonds planète qui peuvent se développer, ou encore les obligations vertes. On voit là qu'il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est le terme les montants. Combien d'argent vont dans ces fonds-là, et on le voit bien aujourd'hui, malgré la croissance aujourd'hui des financements qui vont à la transition, on est encore très très loin du compte. Le dernier volet du rapport du GIEC l'a bien démontré, puisqu'il faut multiplier par 6 les investissements dans les solutions. Les solutions, ça va être les énergies renouvelables, mais aussi la rénovation des thermiques des bâtiments, les transports, les réseaux, etc. Et puis, vous avez surtout l'autre problème, qui est que pour l'instant, on est surtout dans une logique d'additionnalité, c'est-à-dire qu'on fait du vert, mais on le rajoute à toutes les activités polluantes, à tous les secteurs desquels il faudrait sortir. Pour citer qu'un chiffre, 4,6 trilliards, c'est le montant des financements qui sont allés aux énergies fossiles par les 60 plus grandes banques au niveau international depuis que l'accord de Paris a été adopté. Alors ça, c'est un premier montant qui donne un peu le vertige déjà. Après, il faut le questionner, ce montant, puisque dans transition, il y a l'idée de progressivité. Et donc, c'est normal, finalement, d'avoir toujours des financements qui vont au secteur des énergies fossiles, puisque c'est progressivement qu'on va en sortir. Le problème, c'est que dans ces financements-là, une large partie la majorité, va à des entreprises qui sont loin d'être en transition, mais aujourd'hui continuent de développer des projets que la science reconnaît comme étant incompatibles avec le budget carbone. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, l'année dernière, a publié un rapport pour l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, qui stipule que nous ne pouvons plus développer de nouveaux projets de champs pétroliers et gaziers ou de nouveaux projets dans le secteur du charbon. Or, pour prendre le même rapport que celui publié sur les 60 grandes banques, on a 1,3 trilliard de financements qui sont allés depuis l'accord de Paris aux 100 entreprises, juste 100 sur des centaines, entreprises qui développent le plus de nouveaux projets dans le secteur du charbon, du pétrole et du gaz. Donc là, on a un vrai problème de cohérence, puisqu'il faudrait prendre ces financements, les mettre dans les solutions et conditionner les financements à toutes les entreprises du secteur des énergies fossiles à l'adoption d'un vrai plan de transition, dont le critère principal est dès maintenant arrêter d'aggraver la situation. Le deuxième pan de la réponse porte sur la difficulté pour tout un chacun de s'y retrouver aussi. Est-ce qu'un fonds ESG, c'est un fonds durable? Est-ce que c'est vraiment vert? Et on voit là, le ESG, finalement, c'est juste l'idée de partir de la logique juste rendement-risque pour intégrer d'autres critères d'évaluation environnementaux, sociaux et de gouvernance. Sauf que ça n'en fait pas une finalité environnementale et de durabilité. Et donc il faut aller au-delà pour se fixer des objectifs en termes d'impact. Et on peut aussi avoir l'impact divesting, à savoir les entreprises qui ne se mettent pas en transition, devraient être désinvesties. Pour prendre un exemple très concret sur le secteur du charbon, puisque là on a déjà pas mal d'années d'expérience dessus, où il y a des centaines d'acteurs financiers qui ont adopté des politiques sur le secteur du charbon, on voit encore que la majorité des acteurs sont toujours dans une logique purement de protection du risque financier lié au secteur du charbon dans un contexte de transition énergétique. À savoir, il n'exclut que les entreprises qui sont en part relative très exposées au secteur du charbon, et donc qui, en cas de régulation, sont les moins armés pour résister au choc. Mais là, en faisant ça, l'acteur financier ne fait que se protéger lui-même du risque financier. Et puis, il y a un petit groupe d'acteurs financiers, une trentaine, mais parmi lesquels on va trouver des gros mastodontes quand même, des BNP Paribas, Crédit Agricole, ou encore AXA, Allianz, Zurich, qui sont allés beaucoup plus loin, puisqu'ils excluent de leur portefeuille les entreprises qui ne sont pas forcément risquées pour ces acteurs financiers, mais sont risquées pour le climat, pour les populations, puisque ces entreprises développent de nouveaux projets que la science reconnaît comme étant incompatibles avec le budget carbone, quand bien même ces entreprises ne font peut-être que 5% de charbon. Et donc c'est ça qu'il faut faire, mais en accéléré, massifier le type de ce politique et bien entendu l'appliquer aux autres secteurs de l'économie, pétrole et gaz, puisque les mêmes acteurs que j'ai cités en bon exemple sur le secteur du charbon ne sont pas du tout en train d'appliquer cette recette-là sur le secteur pétrolier et gazier. Pas mal de raisons.
principalement des conflits d'intérêts, énormément de résistance, puisque c'est des grosses machines quand même qu'il faut transformer. Et donc, comme toute institution, ça bataille en interne. Et malheureusement, aujourd'hui, les arbitrages ne se font pas du bon côté. Je vous remercie. Vous nous avez parlé peut-être... Je voudrais revenir sur le devoir fiduciaire, qui est donc ce couple investissement-risque qui aujourd'hui avance, parce qu'en définitive, le risque climatique devient un risque qu'on doit inclure dans le risque, puisque ça peut avoir un impact sur l'investissement. Donc c'est ce qui a fait aussi une avancée certainement à la fois pour le secteur de la finance, mais aussi pour l'investisseur. Mais vous, ce que vous dites, en tout cas les trois, c'est que dans ce couple, il y a le troisième pilier qui est celui de l'impact, et que peut-être en définitive, alors c'est la question que je vais peut-être vous poser, Lucie, on devrait d'abord regarder l'impact, et une fois qu'on a défini l'impact, calculer quel est le risque et l'investissement du produit. Alors qu'en définitive, on est d'abord sur un calcul rendement, couverture du risque, et après... et pas toujours, c'est ce que disait Marie-Laure Schoffelberger, sur le volet impact. Est-ce qu'en définitive, ce qu'on ne devrait pas aussi inciter, c'est d'abord l'impact et après le calcul rendement, couverture du risque? Alors c'est tout à fait notre position, d'abord l'impact ou d'abord la matérialité environnementale, dans le débat sur la double matérialité au niveau de l'Union européenne, donc avec l'idée, pour rappel, une matérialité financière qui consiste à se protéger des risques financiers liés au dérèglement climatique, à la transition, et la matérialité environnementale, où là il s'agit pour les acteurs financiers de regarder comment ils sont eux-mêmes moteurs du dérèglement climatique. Et on voit aujourd'hui que, et enfin on le voit aujourd'hui, McCartney, le gouverneur à l'époque, gouverneur de la Banque d'Angleterre, le disait déjà, on fait face à une tragédie de l'horizon, puisque en vérité, la matérialité des risques climatiques sur un portefeuille financier n'est pas assez forte sur le court terme pour entraîner des transformations au niveau de l'acteur. Donc un acteur qui ne cherche qu'à prendre que la gestion du risque va en réalité minimiser l'enjeu de la transition, le défi de s'y mettre tout de suite maintenant. Parce que ça va dépendre aussi des scénarios qui sont utilisés derrière. Aujourd'hui, certains chercheurs de banques centrales vont même jusqu'à dire que de toute manière, la logique de gestion du risque nous entraîne dans le mur, puisque le dérèglement climatique, par nature, nous projette dans un contexte d'incertitude radicale. C'est-à-dire qu'on sait que le dérèglement climatique va avoir lieu, on sait qu'il va donner lieu à tel ou tel phénomène, mais la manière dont il se matérialise, il peut se modéliser en matière financière, et ça échappe au modèle aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte-là, il est beaucoup plus intéressant d'appliquer un principe de précaution. On sait que le dérèglement climatique, in fine, va déstabiliser le secteur financier. Et donc, il suffit d'appliquer les principes de bon sens, à savoir ne pas financer les projets qui n'ont pas leur place. Un enfant de 4 ans se demanderait, à juste titre, mais pourquoi, si les scientifiques nous disent qu'on ne peut plus développer de nouveaux projets d'énergie fossile, pourquoi les banques continuent-elles de les financer ? Et pourquoi ne demandent-elles pas à leurs clients d'arrêter de les développer? Voilà, ça c'est des bonnes questions. Et malheureusement, on voit là qu'on est très très loin, puisqu'on a eu, encore la semaine dernière, 89% des actionnaires de Total Energy qui ont validé un plan dit climat, derrière lequel se cachent énormément de nouveaux projets d'énergie fossile, puisque Total, 70% des dépenses d'investissement vont au pétrole et au gaz aujourd'hui. Je vous remercie. On va peut-être passer de nouveau à vous, le détenteur du capital, puisqu'en définitive, là, on parle de l'Assemblée générale de Total. Alors peut-être qu'elle est influencée par le contexte lié à la guerre, la pénurie d'énergie, peut-être la crainte aussi de ce qui se passera à partir de l'automne. Mais de toute façon, comment ça se discute dans une caisse, ces enjeux du court moyen terme? C'est-à-dire, est-ce que vraiment il y a la perception de l'urgence? Est-ce qu'on est avant tout sur la mission première de la caisse, qui est en définitive de verser les rentes aux pensionnés indépendamment des conséquences ou des dégâts environnementaux ou sociaux
que ça peut créer. Comment se fait la discussion? Qu'est-ce qui est le plus déclencheur dans la transition? Et puis, quels sont les outils? Vous en avez cité en tout cas 2. Vous avez parlé de l'exclusion. Vous avez dit certaines structures, banques, vous avez cité notamment BNP Paribas, sont sortis des produits, ne les proposent plus à leurs clients. Donc, il faut vraiment une stratégie d'exclusion. Et puis, il y a aussi cette stratégie que vous avez aussi mentionnée, je crois que c'était vous, Madame Torricelli, de discussion, en anglais d'engagement, où on essaye de poser des objectifs et puis, non pas de sortir, mais de discuter avec l'entreprise sur le chemin à prendre. Donc, concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est clair qu'on a un peu le trouillomètre à zéro, comme on dit. On est sérieusement préoccupé parce que c'est aussi un peu le régulateur, c'est toujours le risque en premier point. Le risque et le devoir fiduciaire. Mais au niveau de la CPEG, on a réussi à passer l'information que quand on parle de risque, il y a aussi opportunité. Parce qu'on voit que la partie, disons, gauche et jamais la partie droite. Donc, quand on dit que la société doit transitionner, on peut dire que la transition, c'est le plus gros défi, mais aussi la plus grande opportunité qu'on a aujourd'hui. Donc, ça, nous, c'est l'administration, donc il y a les gens qui ont la responsabilité de prendre des décisions stratégiques pour la caisse. Ils ont compris cet élément-là. Après, c'est clair que aujourd'hui, on n'a pas des standards. Donc, effectivement, maintenant tout le monde est vert. Hein, soyons honnêtes. Il y a 5 ans, il n'y avait pas. Maintenant, tout le monde est vert. Tout le monde fait de l'impact. Tout le monde, il a des bonnes, disons, il est positif sur tout. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques sur le fameux éco-blanchissement. Donc, on sait. Mais la problématique qu'on a, c'est que la question qui nous pose les décideurs, c'est « ouais, mais ça va coûter combien? Comment je peux savoir si la décision que je prends aujourd'hui, elle va être pas questionnée dans 3 ans parce que j'ai pas eu les rendements que j'aurais eu à voir si j'aurais pas exclu cette secteur, etc. » Et ça, on n'a pas la réponse. On le dit. Donc, on tourne le problème dans l'autre sens en disant est-ce que vous pensez que si on continue comme ça, on n'aura pas un gros problème par la suite? Donc, on le donne à la prochaine génération. Et ça, ils commencent à se rendre compte que c'est aujourd'hui qu'on doit agir. Et puis, moi, je parle toujours d'opportunité parce que le moyen et le long terme, si on se positionne sur les sociétés qui ont compris les enjeux et ils cherchent à faire bouger leur business model pour aller de l'avant, à la fin, on va être gagnant. On ne peut pas perdre parce qu'ils vont être, comme on dit en anglais, le winner du futur. Mais je ne peux pas le garantir. Quand ils me demandent, Madame Torricelli, vous êtes sûre qu'on va y arriver? Moi, je dis toujours oui. Mais en réalité, je suis convaincue que oui, mais je n'ai pas la certitude à 100%. Mais ça, et comme tu disais, il y a la partie employeur-employé, et souvent c'est plutôt la partie employée qui est plus engagée. Et chez nous, la partie employeur, ils se rendent compte aussi de ces enjeux. Et c'est ça très, très positif, parce que c'est impossible, comment dire, on doit faire quelque chose, parce que sinon on va contre le mur. Après, quand on posait la question, qu'est-ce qu'on a besoin pour bouger, pour changer, parce que c'est aussi une question aussi au niveau de gouvernement, etc. Je vais être très, très franche, c'est une catastrophe. C'est d'avoir vraiment le mur qui nous tombe dans la figure pour dire on doit bouger. Souvent, l'homme, l'être humain, c'est quand on a le dos au mur qu'on va dire « ah ». Et de plus en plus, vous voyez les éléments climatiques extrêmes, même en Suisse, ça semble qu'on est protégé, on a un niveau de vie incroyable, etc. Mais on dit qu'on aura peut-être problématique avec l'eau. Nous, on parle, c'est le pays où il y a l'eau partout. Des choses comme ça, et on commence à réfléchir. Après, il y a la problématique de l'impact, parce que mesurer l'impact aujourd'hui, nous, on a par exemple la caisse, c'est la première caisse en Suisse qui a émis avec l'État de Genève un emprunt social
pour Genève. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin de dire, on ne fait pas de la philanthropie parce qu'on a les devoirs fiduciaires, on a besoin du rendement, et donc on a aussi besoin d'avoir des indicateurs pour dire effectivement, je m'engage à ça, donc la personne qui prend l'emprunt, je m'engage à faire ça, mais nous, c'est notre devoir de dire, tu as dit que tu fais ça, on contrôle. Peut-être je pourrais rebondir justement là sur les difficultés que vous avez évoquées, et puis aussi un peu ton injonction, Lucie, sur que font les banques. C'est vrai que alors, nous, à la Banque Postale, on s'est engagé dans une trajectoire exigeante, globalement pour éviter l'éco-blanchiment. On essaye toujours de se référer à des cadres externes qui existent, qui en particulier reposent sur la science. Et donc, on est aujourd'hui une des premières institutions financières à avoir fait valider notre trajectoire de décarbonation par le Science Based Target, qui s'est cet organisme qui valide sur la base des rapports de la science les trajectoires de toutes les industries. Et on applique cette exigence aux entreprises qu'on finance. Et donc, en particulier, on a annoncé en octobre dernier ne plus financer dans le secteur des énergies fossiles d'entreprises qui n'ont pas un plan de transition aligné avec l'accord de Paris, respectent la science, et en particulier sur le sujet des investissements et des projets d'exploration. Et ça, vous l'avez mis en œuvre ? Oui, tout à fait. Oui. On a une politique qui est très claire, qui est aujourd'hui dans notre gouvernance, dans notre politique de maîtrise des risques. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on ait face effectivement à un certain nombre de difficultés. Et je dirais que la première difficulté, elle est commune en fait à tout changement, mais là on fait face à un bouleversement. Voilà, c'est du changement humain, de la conduite du changement. Et donc c'est difficile aussi effectivement de modifier les habitudes. Vous parliez d'opportunités. C'est vrai que pour le métier de banquier, c'est une formidable opportunité cette transition, parce que finalement, le rôle de conseiller bancaire, qui s'était un peu déshumanisé avec la standardisation des produits financiers, avec même globalement la digitalisation de l'entrée en relation, là, retrouve du sens, puisque le rôle du banquier, aujourd'hui, est vraiment de comprendre la stratégie du client en face, de comprendre ses enjeux en matière de transition et de l'accompagner avec les bons produits. Mais ça nécessite des experts qui sont capables, d'un point de vue sectoriel, de comprendre les enjeux face à leurs clients, qui, eux, sont évidemment aux prises avec ce secteur toute la journée. Donc je peux vous interrompre parce qu'on entend souvent ça de la part du monde de la finance, mais en même temps, on sait que quand on arrive en tant que détenteur de capital, le rêve du banquier ou de la banquière, c'est quand même d'avoir une gestion discrétionnaire des biens. Donc, comment ça se passe à la Banque Postale ? Qu'est-ce que vous entendez là par gestion ? C'est-à-dire que le mandat, il est donné et puis il faut gérer l'argent le mieux possible. Oui, là, c'est sur la partie investissement. Oui, moi, je parlais plutôt de la partie du coup financement. Quand en tant qu'acteur financier, on apporte un financement bancaire. Voilà, peut-être je te laisserai rebondir sur la partie investissement. Mais donc ça, en fait, c'est une formation de nos conseillers. Enfin, je parle vraiment des gens qui sont sur le terrain, qui sont ici en particulier. Et ça, c'est un enjeu capital parce que les former sur les enjeux de la transition d'un point de vue granulaire sectoriel, c'est complexe. C'est complexe, et quand on a un réseau comme la Banque Postale, c'est complexe. La deuxième difficulté, effectivement, c'est celle des données. Vous en parliez. Nous, on essaye justement de construire un indice d'impact global, justement pour compléter cette vision risque. Et donc d'avoir un indicateur d'impact qui puisse être inscrit, en particulier dans nos processus d'octroi, comme un élément de décision. Ça nécessite des données, et aujourd'hui, franchement, on a du mal aussi à les collecter. On est en train d'y travailler, mais, et puis je ne vous cache pas évidemment ensuite juste les enjeux traditionnels d'une entreprise, des enjeux IT, de développement, voilà. Donc ça aussi, cet enjeu donné, il est particulièrement complexe dans la mise en œuvre. Et puis il y a un troisième enjeu que vous avez cité, qui est effectivement un peu l'absent de cette table ronde ici, c'est quand même le cadre réglementaire. D'un point de vue investissement, je pense que tu y reviendras, on est beaucoup plus avancé dans la façon dont la réglementation sur l'investissement encadre la prise en compte des facteurs ESG. Sur le prudentiel, on est quasiment nulle part sur la partie vraiment bancaire. Et aujourd'hui, la réglementation bancaire, avec les exigences en matière de ratio de liquidité, de ratio de solvabilité, elle n'est pas du tout incitative sur, évidemment, la prise en compte du long terme, mais la prise en compte de nouveaux business models. Et donc là, on a besoin d'une vraie révolution. Tu parlais de certains banquiers centraux qui commencent à réfléchir au sujet, mais qui sont objectivement très en retard par rapport à l'investissement. Je voudrais, c'est parfait, du coup je peux aussi rebondir, je voulais rebondir sur quelque chose que Lucie a dit, qui est un peu la mentalité purement focalisée sur le risque. Et ça ralentit aussi énormément les choses parce que ça limite l'innovation. Et j'aimerais donner un exemple extrêmement concret de comment
quand on a plutôt la vue impact, on a plutôt la vue qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire, finalement on arrive à créer des produits qui sont les produits dont les clients ont besoin, que les clients veulent, et puis qui aident du coup à avoir ces conversations avec les clients. Donc nous, il y a à peu près 22 ans, donc en 2000, quelqu'un dans la structure a eu l'idée de lancer un fonds sur l'eau. Donc sur les challenges liés à amener l'eau de A à B dans la meilleure quantité, la meilleure qualité possible. On a entendu, c'est un vrai problème. Quand la personne est venue avec cette idée, on a dit non mais bon, l'eau, je comprends pas. Le vin à la limite, mais l'eau, on comprend pas. On a créé ce produit, on a trouvé péniblement quelqu'un qui était prêt à créer un fonds sur l'eau. On partait de rien, c'était quelque chose qui n'était pas dans un secteur en particulier, qui n'était pas dans une géographie en particulier, qui n'était pas dans une petite ou une moyenne ou une grande capitalisation. C'était l'eau en général, à travers le monde, développé, marché non développé, marché émergent. On a trouvé quelqu'un qui était prêt à ne pas faire un fonds tech en 2000. Cette stratégie, aujourd'hui, elle fait 10-11 milliards de francs, elle est fermée. Et les structures, les franchises thématiques qu'on a chez nous dans l'equity qui sont redirigées vers des objectifs environnementaux ou sociétaux font plus de 50 milliards. Et la personne qui avait accepté de gérer le fonds eau à l'époque est maintenant le chef de cette stratégie. Et ça représente aujourd'hui plus d'un quart de ce qu'on gère du côté de l'asset management, donc la partie qu'on gère. Maintenant, le challenge qu'on a, c'est que ça, c'est la partie environnementale et sociale déjà verte. C'est bien qu'on l'ait, on a redirigé du capital là. Mais quid du reste du business? Et on revient à ce que disait Lucie, qui est comment est-ce que dans le reste de ce qu'on gère, on arrive à faire cette transition, on arrive à accompagner nos clients dans ce challenge-là. Et là, c'est vraiment, comme on l'a dit, d'avoir des structures claires, d'utiliser des choses comme le Science-Based Targets, donc qui sont validées par la science, qui sont validées à l'externe aussi, de mettre en place des choses qui sont vraiment systématisées aussi en interne sur le vote et sur l'engagement qu'on fait actionnarial, et s'assurer que les sociétés qu'on a en portefeuille dans d'autres stratégies, qui ne sont pas déjà vertes, c'est 80% ou 90% du marché qui doit transitionner, comment est-ce qu'en tant qu'acteur financier, on fait bouger ça? Et je pense que c'est là tout l'enjeu, tout le challenge pour nous aujourd'hui. C'est à la fois d'avoir un discours qui est quand même, qui ancre l'innovation dans tout notre mindset plutôt qu'un mindset de risque et de coût. C'est un mindset d'innovation et d'investissement pour l'avenir avec des objectifs de quel avenir on veut et en même temps regarder le legacy, ce qui existe et dire ok, qu'est-ce qu'on fait pour assurer cette transition, assurer ce mouvement et il faut les deux en fait. Mais sans cette innovation, sans ce côté, on arrête de regarder que les risques et on regarde l'opportunité. Mais l'opportunité, ça veut aussi dire que des fois, on ne va pas y arriver. Et puis, il faut prendre des risques. Là, on ne va pas y arriver, je pense. Et ça nous ralentit énormément aujourd'hui. Mais par exemple, sur les enjeux puis après, je vous donnerai la parole, mais de transition énergétique, parce qu'ils sont évidents pour tout le monde, on sait à peu près les montants qu'il faudra de rénovation. Bon, vous y avez fait aussi un peu référence sur le financement de particuliers, comment vous les accompagnez, mais on est un peu au balbutiement de comment on va favoriser pour l'investisseur qui veut transitionner l'accès au capital. On est au balbutiement de l'idée de comment on va créer les fonds de transition énergétique, et en même temps, on sait tous, dans nos positions respectives, mais dans la salle aussi, je pense que vous le voyez dans vos services, qu'il va falloir énormément d'argent pour cette transition qui va offrir, je pense que vous aviez raison de le souligner, Alessia, aussi des opportunités économiques, des opportunités de travail. Alors concrètement, pourquoi ça ne se passe pas? Et pourquoi ça prend tellement de temps sur un enjeu qui est identifié depuis quelques années déjà et qui va devenir un espèce d'enjeu aussi de l'urgence. Qu'est-ce qui manque? Parce que ça paraît incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi ces véhicules de placement-là, aujourd'hui, ils n'existent pas. Est-ce que vous voulez apporter une réponse, Lucie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
Je vais d'abord rebondir sur on ne comprend pas. Et c'est vrai que parce qu'il va falloir de la régulation. Hein. Compter sur le bon vouloir des acteurs privés, ça ne marche pas. Certains peuvent faire des choses en interne, etc. Il n'y a pas de problème, mais on voit tout de suite les limites de l'exercice parce que, comme je le disais, il ne faut pas oublier que ces institutions sont incarnées au quotidien. Il y a un enjeu humain, Adrienne le disait tout à l'heure, et bien entendu, il va y avoir énormément d'opposition, énormément de conflits d'intérêts aussi. Hein. Il y a des revolving doors partout, des boards qui sont liés. Et donc, il va falloir de la régulation. Et malheureusement, on voit que la régulation, qui est aussi influencée en partie par le secteur privé, mais il y a une responsabilité du politique, malheureusement, elle s'est jusqu'à présent beaucoup concentré sur l'amélioration du reporting, l'amélioration de la transparence. En partant du principe, et c'est un peu le problème aussi du discours, d'ailleurs, si vous lisez le discours vraiment de McCartney en 2015, qui est un peu le réveil de la finance sur la question climatique, c'est extrêmement intéressant parce qu'il a tout compris sur la tragédie de l'horizon, et puis, in fine, la réponse se trouve dans le TCFD, donc dans un reporting sur ces enjeux-là par les acteurs financiers. Or, l'information n'a jamais fait bouger quelqu'un. C'est peut-être une condition, mais ça ne suffit pas. Il faut peut-être revenir un peu en arrière. Le premier rapport d'assureurs, donc les assureurs qui sont des gestionnaires du risque de nos sociétés, premier rapport qui dit attention des règlements climatiques, on a un énorme risque là, il date de 1972 par Munich Re. Munich Re a mis 45 ans avant de se dire je vais peut-être arrêter d'assurer de nouvelles centrales à charbon. Alors qu'ils ont les données, ils savent très bien que ce sont des projets incompatibles avec nos objectifs climatiques. Et malheureusement, on a là encore aujourd'hui de l'information qui nous est donnée, mais qui ne suffit pas à pousser les acteurs à changer. Et donc il va falloir de la régulation, il va falloir que les banques centrales jouent leur rôle. En effet, en changeant les règles de politique monétaire et prudentielle pour inciter ou désinciter certains financements à certains secteurs. Et les banques centrales aujourd'hui sont extrêmement bien placées pour agir. Vous avez mentionné tout à l'heure la situation de la crise énergétique, l'inflation, etc. Eh bien, les banques centrales ont comme partie intégrante de leur mandat la maîtrise de l'inflation. Et aujourd'hui, on sait bien que de toute manière, la volatilité est également liée à notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc là, on a un combo de raisons qui devrait pousser les banquiers centraux à agir. Mais on en revient au problème premier qui est la Banque centrale, c'est un organisme qui avance, surtout la Banque centrale européenne, par consensus aussi. Et donc, ce n'est pas seulement les membres du Conseil de la Banque centrale européenne qu'il faut convaincre, mais c'est chaque banquier central. Il leur faut aussi une impulsion politique, etc. Donc, la solution, elle se trouve aussi dans la mobilisation citoyenne, à mon sens. Le fait qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de pression sur les acteurs financiers et sur les acteurs politiques pour les forcer à prendre les décisions qui sont connues de tous aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore appliquées par manque de volonté institutionnelle. Peut-être pour reprendre aussi ce que vous disiez sur qu'est-ce qui bloque, je pense qu'on en a évoqué beaucoup de choses, effectivement le changement humain, les enjeux de données et puis la réglementation. Et en fait, je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur la mobilisation citoyenne. Je pense que la grande difficulté des transitions auxquelles aujourd'hui on fait face, c'est qu'on est effectivement dans une dimension écosystémique, donc déjà extrêmement complexe, et qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs. Et moi, j'étais par exemple avec un de nos clients qui est une PME qui est particulièrement en avance justement dans la transition de son secteur et qui en fait il y a 15 ans s'est dit bon, comment je fais pour réduire mon empreinte carbone. Il a mobilisé en fait toute la chaîne de valeur, ses clients, ses fournisseurs, mais aussi ses concurrents, tout le monde autour de la table pour réfléchir quelles sont les solutions communes. Ça, évidemment, dans une logique de marché concurrentiel, c'est extrêmement nouveau. Tu parlais d'innovation sur les produits financiers. En fait, la finance durable, elle nécessite aussi de l'innovation en matière comportementale et en matière d'action collective. Et c'est ça qui est très difficile parce que se mettre à parler avec ses concurrents, c'est compliqué. Et donc, en particulier, effectivement, dans le secteur financier, nous, donc à la Banque Postale, on est membre du comité de pilotage de la Net Zero Banking Alliance, c'est-à-dire cette réunion des banques internationales qui sont engagées à la neutralité carbone. Et on représente en particulier les banques françaises à ce comité de pilotage.
c'est pas simple de s'aligner avec les banques américaines. Hein. Tu parlais du fait qu'effectivement, ils ont une notion beaucoup plus réduite de la matérialité, de l'enjeu environnemental. Évidemment, les banques aussi africaines, elles sont face à des défis qui sont aussi extrêmement complexes. Donc en fait, c'est la dimension collective, et en même temps, c'est seulement par l'action collective qu'on y arrivera, qui rend cette transition encore plus complexe. Peut-être juste, il nous reste peu de temps, mais quand même consacrer quelques minutes à parler de la planète, hein, parce que ces enjeux, c'est des enjeux niveau monde pour les populations mondiales. Puis je pense que tous les rapports, première chose qui montre, vous l'avez dit, Madame Torricelli, c'est que bien sûr qu'il y a un enjeu climatique, biodiversité, mais avant tout un enjeu social, un enjeu humain. Les premières populations qui sont le plus fortement marquées, à la fois exclues du système financier, vous en avez parlé, Madame Aurel Pagès, c'est les populations précaires, sensibles, et puis c'est beaucoup plus le sud que le nord. Dans toutes ces discussions, et peut-être aussi ce qu'on voit dans les tensions politiques, hein, chaque fois qu'il y a, chaque année, chaque fois qu'on a ces réunions de la COP, on devrait, la prochaine, devrait se faire à Sharm el-Sheikh au mois de novembre, donc en Égypte, dans un pays qui est en situation d'abord de grosses difficultés de remboursement de la dette et ensuite très proche d'une famine générale de la population. Donc on verra comment se font les discussions. Mais en même temps, dans ces discussions, on voit le Nord et le Sud qui s'affrontent. Et est-ce que cette crainte d'un discours du Nord pour le Nord par le Nord, avec une possibilité d'investissement qui se démultiplie, parce que la transition, elle va offrir aussi ça, et d'une possible déconnexion de toute une partie du monde, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Peut-être vous, Lucie Pinson, est-ce que c'est là aussi, est-ce qu'on n'a pas aussi un risque majeur en définitive? Tout se recoupe, hein, mais on voit en effet, et ça va être la question centrale de nouveau de la COP, hein, puisque les négociations internationales reposent notamment sur la confiance qui peut exister entre les États, et celle-ci malheureusement aujourd'hui est totalement brisée, étant donné que les pays développés manquent chaque année leur promesse de réunir 100 milliards pour l'aide à l'adaptation et à l'atténuation du dérèglement climatique dans les pays du Sud. Et on voit l'année dernière à la COP 26 qu'il y a eu malheureusement des discussions qui sont restées au point mort sur la question des pertes et dommages. Bien entendu, avec la COP27, on va de nouveau avoir cette discussion-là, qui me permet de notamment pointer du doigt, parce qu'on a parlé beaucoup du rôle de la finance privée, mais le rôle aussi très important de la finance publique, puisque aujourd'hui, on le sait, et ça va être de plus en plus le cas, puisque si la science nous dit que les énormes projets d'énergie fossile qu'on continue de développer n'ont aucun sens, sont des absurdités, et deviendront soit des stranded assets, soit des projets qui vont anéantir toute possibilité de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou au plus proche. Et donc, on voit bien que ces projets n'ont ni queue ni tête, et aujourd'hui, surtout étant donné la rentabilité des renouvelables et des alternatives, et malheureusement continuent aussi de se développer car il y a de la finance publique qui permet de dérisquer ces projets et de les rendre attrayants pour des acteurs privés. Et l'année dernière, il y a eu un accord dont on a entendu parler très récemment, encore la semaine dernière, puisque l'accord a été rejoint par le Japon, avec un engagement des États à ne plus financer de nouveaux projets d'énergie fossile d'ici fin 2022 à travers leurs agences de crédit à l'exportation. Mais là, on voit l'importance de maintenir la pression, de ne jamais rien considérer d'acquis, puisque, pour rappel, et je suis française, donc je vais parler de l'État français, le gouvernement a fini par rejoindre cet accord le dernier jour de la COP 26, le matin même, le vendredi, avant que l'après-midi, la ministre de l'Environnement déclare que le calendrier d'application n'engage pas la France, qui s'en tiendra à son processus et à son calendrier qui lui permet de soutenir le déploiement de nouveaux projets gaziers jusqu'en 2035. Donc on voit là qu'on est encore très très loin du compte. Et ces nouveaux projets, bien entendu, et on en a un certain nombre en Afrique, eh bien, contribuent à verrouiller les pays du Sud
dans une dépendance aux énergies fossiles sans pour autant les aider dans leur développement. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, que l'engagement du développement et du droit au développement est souvent mis sous la table de manière totalement trompeuse, puisque dès qu'on creuse, on se rend compte que ces grands projets, généralement, contribuent plutôt à l'aggravation des inégalités locales, à la déstabilisation du territoire. On peut penser aux projets de terminaux de gaz naturel liquéfié au Mozambique. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit ce type de projet qui vise non pas l'alimentation en énergie des marchés locaux, mais l'exportation des hydrocarbures vers l'Europe ou vers les marchés asiatiques se déployer. Total Energy est actif au Mozambique, a un projet en Ouganda, Tanzanie, on a un autre au Sénégal, et ces projets-là visent tous l'exportation d'hydrocarbures. Et oui, on arrive à la fin. un grand bravo à toutes pour ce beau panel. Merci beaucoup. Et la finance durable et les collectivités ont la main pour choisir leur banque vertueuse, avec les ONG qui vérifient tout ça derrière. En tout cas, merci beaucoup. J'enchaîne avec une autre plénière, donc je vais vous inviter à rejoindre la salle. Et celui-là, c'est le mien, Sandrine. Nous allons parler prospective énergétique, pas de neutralité carbone sans sobriété. J'invite François Chaumont, David Marchal et Yves Marignac à nous rejoindre. Allez, la dernière plénière de la matinée, nous allons faire un exercice de croisement des scénarios de prospective en France avec les scénarios bas carbone vers la neutralité carbone réalisés par l'ADEME, par Negawatt et par RTE. Deux d'un côté, puis vous pouvez venir avec moi ce côté-là, oui, venez là, restez là. Donc François Chaumont, délégué RTE Auvergne-Rhône-Alpes, David Marchal, directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes à l'ADEME, et Yves Marignac, porte-parole de l'association Negawatt. Et pour introduire cette table ronde, nous avons fait un exercice périlleux avec vous trois, avec également Thierry Salomon et Benoît Leclerc, pour tenter de croiser en quelques slides ces trois scénarios et voir bien ce qui les rassemble, peut-être ce qui les différencie aussi par moment. Donc je vous propose en introduction un commentaire. Alors vous allez voir, la voix est enregistrée, donc le temps est maîtrisé, mais ça vous demande une petite écoute parce que c'était un exercice pas facile. Écoutez. En France, 3 importantes analyses de prospective énergétique ont été publiées entre octobre 2021 et avril 2022 par RTE, le réseau de transport d'électricité, par un groupement d'experts, l'association Negawatt, et par l'ADEME. RTE a publié des scénarios décrivant uniquement la consommation et la production électrique. 3 trajectoires distinctes d'environ 100 TWh ont été étudiées. Chacune de ces trajectoires fait ensuite l'objet de 6 variantes sur la production d'électricité, dont 3 variantes nommées M sans nouveau programme nucléaire et 3 variantes N avec implantation de nouveaux réacteurs. Par ailleurs, Negawatt et l'ADEME ont publié des scénarios énergétiques et non uniquement électriques, c'est-à-dire tout usage et toute énergie. Un seul scénario pour Negawatt correspondant au scénario considéré comme optimal par les experts de l'association. 4 scénarios pour l'ADEME, nommés S1 à S4, correspondant à 4 prospectives sociétales très différenciées, allant depuis S1 à un niveau élevé de sobriété jusqu'à S4, dont le niveau technologique et industriel est plus poussé. Comparons tout d'abord les usages finaux, hors secteur énergie et électrolyse. En 2019, la consommation de ces usages a été de 1600 TWh. Tous les scénarios prévoient une baisse très significative de ce niveau. RTE n'a pas publié dans son rapport de chiffrage énergétique, mais seulement les niveaux de consommation électrique, avec cependant l'objectif de se situer au niveau de la consommation énergétique de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, soit moins 40% par rapport à 2019. Le scénario Negawatt et les scénarios S1 et S2 de l'ADEME sont un peu en dessous de ce niveau,
avec une baisse de 49 à 52% par rapport à 2019. Enfin, les scénarios S3 et S4 de l'ADEME sont également en diminution par rapport à 2019, mais de façon plus modérée, de 21 à 35%. Concernant la consommation uniquement électrique, tous les scénarios prévoient une hausse de la consommation par rapport à 2019, à l'exception d'un seul, le scénario S1 de l'ADEME, avec une baisse de moins 13%. On retrouve sur les autres scénarios trois tendances. RTE Sobriété, Négawatt et S2 de l'ADEME envisagent une hausse de 11 à 17%. RTE Référence et S3 de l'ADEME l'évalue de plus 36 à plus 39%. Enfin, RTE Industrialisation et S4 de l'ADEME estiment que la hausse sera nettement plus élevée, respectivement de plus 58 et plus 78%. Comparons maintenant les deux secteurs résidentiels et tertiaires. RTE n'a publié, nous l'avons dit, que des bilans électriques, ce qui ne permet pas de comparaison toute énergie. Dans tous les autres scénarios, le total des consommations des deux secteurs résidentiels et tertiaires est en nette baisse par rapport à 2019, allant jusqu'à une réduction d'environ de moitié pour Négawatt et S1 et S2 de l'ADEME. Le niveau de réduction des scénarios S3 et surtout S4 de l'ADEME sont moindres, mais reste supérieur à l'objectif SNBC. Enfin, la baisse de consommation toute énergie et tout usage par logement par rapport à 2019 reflète également ces tendances. Elle va de moins 58% pour Négawatt à moins 32% pour S4. Le secteur des transports montre une tendance très marquée, commune à tous les scénarios. Une baisse radicale de la consommation énergétique d'un facteur 2,6 à 3,7, c'est-à-dire égal ou même plus ambitieux que l'objectif SNBC. Concernant le fret, cette tendance masque cependant d'importants écarts sur la quantité de fret transportée, exprimée en tonnes-kilomètres. En 2050 et par rapport à 2019, les scénarios Négawatt, S1, S2 de l'ADEME intègrent une forte réduction de la demande de fret. Elle s'accroît au contraire de 12 à 30% dans les trois trajectoires RTE et dans le scénario S4 de l'ADEME. Un autre indicateur permet de comparer les hypothèses retenues sur la mobilité des personnes, la distance parcourue par an et par personne, quels que soient les modes de transport utilisés. Les écarts entre 2019 et 2050 sont un peu moins marqués que pour le fret, avec trois tendances. Cet indicateur de mobilité est relativement inchangé dans les trois trajectoires de RTE, avec une légère baisse de 7% dans la trajectoire sobriété. Les trois scénarios Négawatt, S1 et S2 de l'ADEME considèrent quant à eux que le niveau de demande de mobilité par personne se réduira de moins 17 à moins 33%. Enfin, cette demande ne s'accroît nettement que dans deux scénarios, S3 et surtout S4 de l'ADEME, avec respectivement plus 13 et plus 28%. Tous les scénarios font une part très significative aux usages de l'hydrogène, à la fois comme combustible pour l'industrie, comme carburant pour la mobilité, ou encore comme matière première dans l'élaboration de produits de synthèse en association avec des chaînes carbonées. La consommation énergétique correspondant à la production d'hydrogène nécessaire à tous ces usages triple par rapport à 2019 dans la variante RTE nommée hydrogène, ainsi que dans les scénarios Négawatt, S2 et S3 de l'ADEME. La production par électrolyse, aujourd'hui confidentielle,
devient la norme. Seuls les scénarios de l'ADEME S1 et S4 font partiellement appel à du gaz renouvelable et pour S3 à de l'hydrogène importé. Pour approfondir le contenu détaillé et la comparaison de tous ces scénarios, on pourra se reporter au rapport suivant, Futur énergétique 2050 de RTE, le scénario Négawatt 2022-2050 et Transition 2050 de l'ADEME. Vous avez compris, 1894 pages, pourquoi c'était compliqué. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'était l'ambition de faire une synthèse pour démarrer très rapidement et qu'on aille dans le vif du sujet tout de suite. Pourquoi il n'y aura pas de neutralité carbone sans sobriété? Peut-être rapidement chacun, qu'est-ce qui a guidé vos travaux, François Chaumont pour RTE? Oui, bonjour. Donc d'abord, simplement pour rappeler le cadre du rapport de Futur énergétique 2050 de RTE, c'était un rapport que RTE a fait à la demande du gouvernement en 2019, qui bien sûr s'appuie sur le cadrage de la stratégie nationale bas carbone, qui est donc un enjeu important de baisse de 40% de l'énergie consommée en France avec une suppression des énergies fossiles. Et pour répondre à ce scénario, RTE propose des chemins possibles. Il ne décide pas, mais il propose des chemins, donc des scénarios de consommation et des scénarios de production associés. Et sur les scénarios de consommation, on est parti sur une trajectoire de référence qui est une trajectoire de consommation électrique en hausse de 35%. Qui va prendre en compte les effets de la progression de l'efficacité énergétique, mais sans rupture comportementale par rapport à aujourd'hui. Et face à ce scénario de référence, on a associé un scénario sobriété qui, lui, va nécessiter donc, des modifications de structure, de comportement et d'action de pouvoir public pour modifier nos comportements. Et un scénario réindustrialisation profonde qui est donc le pendant pour le développement de l'industrie en France. Merci. Alors, côté ADEME, 4 scénarios, on en a beaucoup parlé, hein, comme les scénarios Négawatt également, au cours de ces assises. Ça a été cité à de nombreuses reprises. Là aussi, en quelques mots, qu'est-ce qui a guidé vos travaux? Quel est l'objectif? Peut-être là, je vais insister sur la particularité de ces scénarios, donc le fait qu'ils se sont basés sur des récits sociétaux. Ça, c'est extrêmement important parce que ça a vraiment structuré ensuite toute la modélisation qui a été faite. On parle d'aménagement du territoire, on parle de gouvernance, on parle de mode de vie. Et tout ça, ça décrit 4 scénarios volontairement contrastés, desquels on a issu des hypothèses qui ont permis cette modélisation intégrale, on va dire, du système énergie, climat, mode de vie, donc aussi bien sur la mobilité, sur la biomasse et sur l'énergie. Et de là, on a progressivement publié depuis novembre différents feuilletons qui viennent qualifier, enrichir en fait l'analyse de ces scénarios avec des analyses sur l'artificialisation des sols, sur les besoins en matériaux, etc., etc. Donc voilà, je pense que la particularité, c'est vraiment cette dimension globale. On parle d'alimentation aussi bien que d'énergie, aussi bien que d'aménagement du territoire. Et l'idée, c'est pas de piocher un peu dans chacun, c'est vraiment chacun, c'est un projet de société. Donc pour les collectivités qui s'en inspirent, c'est pas d'aller prendre un petit peu de chaque, c'est ça? Disons que une hypothèse sur l'alimentation n'est pas indépendante d'une hypothèse faite par ailleurs sur l'énergie, puisque tout ça, effectivement, doit respecter la surface de la France, l'énergie disponible issue de la biomasse, etc., etc. Donc effectivement, chaque scénario est cohérent en termes de modélisation. Bon, chez Négawatt, vous n'êtes pas embêté, il n'y en a qu'un, donc comme ça, c'est celui-ci. Oui, effectivement, et du coup, je vais effectivement commencer par ce qui le différencie pour dire ensuite ce qui le caractérise, et peut-être insister sur le fait que cette différence vient avant tout d'être un scénario unique et pas, beaucoup moins en tout cas que par le passé, une différence de méthode ou de périmètre, parce qu'au contraire, on constate une convergence au fil du temps de la manière dont les différents scénarios sont construits, autour de principes qui, nous semble-t-il, ont été développés de manière un peu... Négawatt a été assez précurseur sur un certain nombre de choses, mais ce qui différencie effectivement le scénario Négawatt des exercices ADEME et RTE, c'est que, contrairement à leur volonté d'éclairer plusieurs chemins possibles en regardant les implications sur
tous ces indicateurs qui ont été mentionnés, les matériaux, les sols, la question de l'emploi, etc., nous, on produit un scénario qui cherche un optimum vis-à-vis de tous ces enjeux. Et donc, c'est le 5e produit par l'association. C'est un scénario de neutralité carbone, évidemment, d'atteinte du 100% renouvelable. Ce qui le caractérise, peut-être, c'est 2 choses. C'est, et là aussi, on a été précurseur, évidemment, c'est pour ça, sans doute, qu'on reste beaucoup cité, c'est la déclinaison de cette démarche systématique qui, depuis longtemps, met au cœur de l'approche la sobriété, qui est vraiment pensée comme une intelligence d'usage avant de déployer l'efficacité énergétique et les renouvelables. Et peut-être la deuxième chose, et on a essayé d'innover un peu, c'est la matrice intégrée des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui nous a servi à la fois pour poser les enjeux méthodologiques et pour évaluer in fine le scénario, et en embarquant du coup à travers cette matrice l'ensemble des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de gouvernance. Alors ce serait quoi? Alors vous avez parlé de différence entre effectivement sobriété et efficacité énergétique. On m'a dit souvent, par exemple, dans une salle comme ça, l'efficacité énergétique, ce serait de mettre des LED partout, et la sobriété, ce serait carrément d'éteindre, enfin, ou diminuer en tout cas. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette définition? Mais oui. Voilà. Allez. On sait effectivement dans le rapport RTE, on a essayé donc de caractériser, faire une différence entre efficacité énergétique et sobriété, en caractérisant donc ce qui relève de la diminution des consommations énergétiques, mais par un dispositif technique avec le même service rendu. On appelle ça donc, pour nous, on l'a caractérisé comme efficacité. Ça peut être des réductions de consommation individuelles liées à des équipements qui, effectivement, des ampoules LED par exemple, ou de l'électroménager. Ça peut être aussi la mise en place de mesures de politique publique. Lorsqu'on fait de la rénovation de bâtiments thermiques, les hypothèses qu'on prend, c'est passer de 400 000 bâtiments par an à 800 000 bâtiments par an rénovés. Donc ça, c'est pour nous de l'efficacité énergétique. Et ça peut être aussi de l'électrification des usages. Lorsqu'on bascule sur un véhicule électrique, c'est aussi de l'efficacité. Par contre, lorsqu'on parle de sobriété, là, on cherche à travailler plutôt sur nos modes de moyens de production de biens et équipements et nos modes de consommation associés. Et là, donc, ça nécessite une analyse approfondie de nos modes de vie et finalement de la société associée, quoi. Et pour autant, même s'il y a la sobriété, il y a une augmentation de la demande en électricité, parce qu'il y a une électrification des usages dans le scénario. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier finalement le rôle principal qui est de passer de 1600 TWh à moins de 1000 TWh en 2050, parce qu'aujourd'hui, on a 60% de notre énergie qui est fossile. Et donc, il y a forcément un besoin donc, soit de transfert d'usage vers de l'électricité, soit de modification de nos comportements. Donc, et ça, c'est quelque chose que l'on observe dans tous les pays du continent, finalement, des fois avec des valeurs qui sont supérieures à la France. Aujourd'hui, notre hypothèse, c'est que l'électricité, aujourd'hui, on la voit quasi présente, mais finalement, elle ne représente que 25% de la consommation. En 2050, on estime qu'elle représentera plus de 55% de la consommation dans notre scénario de référence. Et un peu du transport, Finalement, on a des effets haussiers qui sont l'électrification du parc, et puis aussi des effets volume qui sont liés à des hypothèses sur la population ou sur la croissance économique. Alors, il y a des effets baissiers qui sont l'électrification et puis l'efficacité, bien sûr, et la sobriété aussi, mais qui ne compensent pas cet effet haussier. Merci Yves Marignac, alors pour compléter sur les différences de sobriété. Oui, alors la sobriété, c'est avant tout effectivement un principe, hein, c'est se poser la question du besoin avant celle de la disponibilité des ressources et des moyens pour y répondre. Et donc c'est vraiment cette idée de prioriser, rationaliser les services que nous rend l'énergie avec différentes dimensions, mais en termes de quantification, ça apparaissait dans la comparaison des scénarios, c'est justement des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs de consommation d'énergie, mais des indicateurs de services rendus, typiquement les kilomètres parcourus, les mètres carrés chauffés dans les bâtiments. La sobriété, effectivement, il y a plein de leviers pour la mettre en œuvre. À négawatt, on distingue en général la sobriété d'usage. Ça, c'est comment mieux utiliser les appareils. C'est à la fois les utiliser, les faire durer plus longtemps, mais
les éteindre quand on ne les utilise pas. Enfin, il y a plein d'aspects pratiques derrière ça. La sobriété dimensionnelle, où là, on va ajuster la taille des équipements aux besoins. Et quand on parle d'équipements électroménagers, ça reste encore un peu à la main des consommateurs, mais quand on parle de faire évoluer la taille des véhicules, la taille des bâtiments, évidemment, on voit qu'on rentre dans des enjeux de sobriété qui sont beaucoup plus collectifs, et qui touchent beaucoup plus aux infrastructures. Et puis la sobriété coopérative, où là, on va mutualiser des équipements, rationaliser l'organisation. Et là encore, il y a des choses assez pratiques. On mentionne souvent l'idée de mutualiser l'utilisation des perceuses, plutôt qu'en avoir dans toutes les maisons qui ne servent à rien, mais des choses beaucoup plus lourdes. Typiquement, l'aménagement du territoire pour faire l'inverse de ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est-à-dire réduire les distances à parcourir pour accéder aux mêmes commodités, plutôt que les étendre 15 minutes, on en a permanence. beaucoup parlé, le 15 minutes, ouais. Merci. Alors c'est vrai, David Marchal, certaines personnes ont avoué, c'est une sorte de outing dans ces assises, que c'est la première fois qu'ils prononçaient sans contrainte le mot de sobriété. Je ne citerai pas de nom, mais ça a été dit. Ouais. Oui. Je ne résiste pas. J'étais lundi soir à un événement qui était les 30 ans de Entreprise pour l'environnement, dont le nouveau président est Patrick Pouyanné, le patron de Total, et il a fait un discours où il a commencé par la nécessité de traiter la question de la sobriété. Oui, mais là, il y a une notion de contrainte un peu quand même, parce qu'ils savent que l'hiver prochain, ça va être compliqué. Non, il a dit quand j'étais jeune, il y avait un programme de chasse au gaspillage, il faut revenir à un vrai programme de réduction de la demande. Voilà. Très bien. Même Patrick Pouyanné, président de Total. Saluons ce bel effort. David Marchal, c'est encore mal connu pour autant. Alors là, nous, on est maintenant des experts de la sobriété, mais dans la société. Oui, mal connu, puis souvent caricaturé. Et donc, c'est important de sortir de ces notions de caricature. Je pense que ça a bien été dit. Et aussi le fait que ce n'est pas un renoncement, cette sobriété. C'est bien le fait de se questionner sur ses usages et de voir comment j'y réponds en prenant en compte leurs impacts environnementaux. Mais j'y réponds. Si ma machine à laver tombe en panne, et si je peux la réparer facilement, je réponds à mon besoin en la réparant plutôt qu'aller en acheter une neuve chez Darty ou ailleurs d'ailleurs. Peu importe. D'ailleurs, l'exemple était mauvais parce que je crois qu'ils ont une offre de réparation. Donc, c'est important de bien avoir ça en tête, qu'on n'est pas sur une notion de renoncement, qu'on n'est pas non plus sur une notion qui s'oppose à la technologie. La sobriété, elle questionne l'usage de la technologie, mais c'est pas un renoncement à la technologie. Mais je pense que ça a déjà été dit, que cette sobriété, on ne peut pas se contenter de l'injonction d'une sobriété individuelle, puisqu'il y a plein de nos choix qui repose en fait sur des infrastructures collectives. L'exemple du vélo, il a été cité assez souvent. C'est quand même plus facile de faire du vélo s'il y a des infrastructures de pistes cyclables. C'est quand même plus facile de faire réparer ma machine à laver s'il y a un réseau de réparateurs. Donc ces choix, ils sont individuels et collectifs. Et puis la dernière caricature qu'on entend souvent, c'est celle de la décroissance. Nous, donc on modélise nos scénarios. Ces 4 scénarios, ils ont fait l'objet d'une modélisation macroéconomique. Et ces 4 scénarios génèrent tous de la croissance économique. Le scénario 1 moins que les autres, mais tous génèrent de la croissance économique. Voilà, donc effectivement, la sobriété n'est pas équivalent de décroissance, loin s'en faut. Alors justement, pour les collectivités, les acteurs qui sont dans la salle et qui voudraient s'engager dans des actions de sobriété et poursuivre ces différents scénarios, comment y aller là, de façon très concrète et notamment pour alléger un peu les réseaux l'hiver prochain? Oui, alors avant de rentrer dans les détails d'actions de sobriété précises, je voulais aussi préciser qu'il y a un enjeu aussi majeur à faire de la sobriété, c'est permettre aussi de diminuer le développement des énergies renouvelables qui est un enjeu majeur aujourd'hui pour pouvoir accompagner cette consommation. Donc aujourd'hui, il faut développer donc un mix énergétique décarboné pour accompagner cette consommation. Et si effectivement l'effort de consommation est moindre, l'effort de soutien des énergies renouvelables sera moindre, puisque aujourd'hui on a des enjeux qui sont de développement chaque année de ce que fait le meilleur pays d'Europe en éolien ou en photovoltaïque pour pouvoir répondre à cet enjeu. Voilà, donc pour après se focaliser sur les actions de sobriété, RTE a analysé à peu près 4 secteurs et je vais vous donner simplement les actions qui sont d'ordre 1. Alors un premier secteur sur l'habitat,
Donc au total, c'est à peu près 90 TWh d'économie qui peut être fait sur la consommation, qui se divise en 4 parties égales. Un secteur sur l'habitat où finalement l'ordre 1, c'est plutôt l'augmentation de l'habitat partagé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est contre-tendanciel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et dans nos hypothèses, on prend une hypothèse de passer de 2,2 individus par ménage à 2,3, alors qu'on est plutôt dans une tendance où on était à 2,4 en 99, puis on descend aujourd'hui. Après, il y a bien sûr les baisses de consommation de chauffage ou d'eau chaude, mais qui sont en secteur 2 plutôt. Ensuite, il y a le secteur du travail et du commerce, où là, en fait, l'enjeu, ça va être le recours au télétravail pour finalement baisser les consommations énergétiques des secteurs tertiaires, mais aussi pour limiter les surfaces de bureaux. Et ce télétravail va d'ailleurs avoir aussi un impact sur les déplacements, qui est le 3e secteur, où là, l'objectif principal, il est de diminuer, donc d'abord de se déplacer moins, pour après se déplacer différemment. Alors se déplacer moins, effectivement, c'est réduire le nombre de transports, et puis après se déplacer différemment en faisant plus de covoiturage ou plus de transports en commun, mais ça va nécessiter des infrastructures adaptées, et forcément on a vu un impact sociétal. On estime que dans notre scénario de référence en 2050, on a plutôt 38 millions de véhicules, et enfin, électriques du coup, et si on passe en scénario sobriété, on devrait passer à 26 millions de véhicules, donc vous voyez un peu la différence. Et puis après, le dernier secteur, c'est l'activité industrielle, où là, l'effort qu'il faut faire, c'est sur l'industrie agroalimentaire, en particulier sur des alimentations qui sont moins transformées. Moins transformées, moins carnées aussi, on y reviendra. Et c'était hier matin, je crois que c'est Laurent Petit qui disait dans les addictions, il y a la propriété. Donc il faut arrêter l'addiction à la propriété, ça se confirme. Donc on partage tout, l'habitat, la voiture, et ça ira beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, on peut gagner. Alors comment on va vers la sobriété heureuse? La sobriété heureuse. Quelles actions peut-on mettre en place? Peut-être avant de parler d'action, la question c'est comment faire en sorte d'aller au-delà du constat que posent les scénarios du fait que c'est un passage obligé, notamment vers la neutralité carbone, pour trouver dans les actions de sobriété d'autres bénéfices qui rendent ce passage obligé désirable. Et on trouve en fait, quand on regarde les actions de sobriété, différents bénéfices typiquement. Vis-à-vis de la mobilité, la sobriété, une partie de la sobriété, c'est le transfert vers les transports collectifs ou vers les modes doux. Vers les transports collectifs, on nous dit souvent oui, mais vous voulez obliger les gens à prendre les transports collectifs, la liberté de la voiture, etc. Au contraire, développer l'accès aux transports collectifs aujourd'hui, c'est dans beaucoup de zones où les gens n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture, et souvent pour des distances de plus en plus longues, et souvent avec un poids de plus en plus lourd du carburant dans leur budget. Tout le monde se souvient du point de départ de la crise des Gilets jaunes qui était vraiment lié à cet enjeu-là. En développant les transports en commun, en fait, on leur offre la liberté de choisir selon les moments, selon les usages, selon les besoins, oui, il y a entre des horaires voiture qui correspondent et transport collectif. Donc on crée en fait de la liberté de choix, on crée de l'amélioration du cadre de vie. Quand on fait du développement des mobilités douces, ça veut dire qu'on développe des infrastructures pour ça en ville, et on a quand même quelques villes maintenant qui ont montré qu'en quelques années, on pouvait fortement faire évoluer les besoins. Développer des infrastructures pour la mobilité douce, des pistes cyclables, etc., c'est réduire la place de la voiture, réduire la pollution. Donc on a là aussi des bénéfices en termes de cadre de vie. Et de santé. Et c'est donné, en fait, par la pratique de la mobilité douce, en fait, on a regardé, il y a des coefficients qu'on peut appliquer sur l'impact sanitaire. À l'horizon 2050, dans un scénario comme Négawatt, c'est 10 000 décès prématurés évités par cette pratique active. Dernier exemple, peut-être toujours dans la mobilité, pour comment on peut transformer la vision que l'on a des actions de sobriété. Là, et on est en plein dans l'actualité avec la crise ukrainienne, c'est réduire la limitation, enfin réduire la vitesse sur route. On nous dit que c'est impopulaire. Moi, je pense que réduire la mortalité routière, réduire la congestion, réduire la pollution atmosphérique, le poids, là encore, du carburant dans le budget des ménages et notre dépendance aux importations fossiles, notamment russes, c'est des objectifs populaires. Et il n'y a pas de moyen plus évident à court terme pour aller vers ces objectifs que la réduction. Donc,
tout ça pour dire qu'il y a vraiment aujourd'hui moyen de donner voilà, une vision positive des actions de sobriété dès lors qu'on sort des a priori négatifs et qu'on en pose réellement tous les bénéfices. Et hier, on a beaucoup parlé de courage politique pour imposer ça et que finalement, c'était payant après. Donc, ça vaut le coup de se lancer. David Marchal, il y a plein de jugements de sobriété. Ce qui est important, c'est peut-être d'avoir cette approche un peu globale, c'est ça ? Oui, alors on peut effectivement aller sur ce point-là. Enfin, j'aurais aussi pas mal de choses à dire sur comment on fait en sorte que la sobriété, on puisse se l'approprier, hein, parce qu'il y a aussi toute la question sociale derrière cette question de la sobriété. Comment on parle aux déciles des ménages qui justement émettent beaucoup moins et comment on leur parle de sobriété. Donc il y a vraiment toute une question de représentation sociale aussi pour réussir à les activer. Mais aussi on a une responsabilité dans nos scénarios, je pense. On a une responsabilité de sortir du chiffre moyen. Puisque quand on regarde tous nos livrables, là, on a scénario 1, 2 tiers de viande en moins, scénario 2, 50% des trajets à vélo. Mais aujourd'hui, aucun d'entre vous n'est le français moyen, en fait. Aucun d'entre vous n'est le français moyen. Donc si je vous décrivais la France d'aujourd'hui, personne ne se sent concerné. Enfin, ça, c'est un des apprentissages de l'étude mode de vie qu'on a menée dans notre scénario, où on a demandé à 30 foyers de nous dire ce qu'ils pensaient de leur scénario. Une des difficultés à se projeter dans un scénario, c'est que je ne suis pas un français moyen. Donc c'est aussi notre responsabilité modélisateur de proposer, plutôt que des chiffres moyens, enfin on commence à le faire, hein, mais des menus, par exemple, il y a par exemple dans la part de végétariens, de mangeurs de viande, etc., varie d'un scénario à l'autre, et donc je peux me reconnaître davantage dans une part de différents régimes alimentaires plutôt que dans un chiffre moyen. Enfin, je pense que ça c'est important. Après, sur le point global de votre question, la notion de système, là, on passe plutôt sur les enjeux de modélisation. Quelque part, quand on fait ce type de scénario, avec le recul, je pense que c'est important de considérer que la sobriété, c'est pas juste une analyse de sensibilité qu'on fait à la fin. Voilà, on fait notre scénario, puis à la fin, on dit on va faire une analyse avec 30% de moins, on va voir ce que ça donnait. Enfin, ça a été déjà dit, il y a énormément d'interférences, d'interactions entre les secteurs. Et quand on parle de sobriété, alors on a donné des exemples, manger moins de viande, réduire la taille des véhicules, réduire la taille des logements. Nous, on a activé un autre levier de sobriété qui est celui de réduire la construction neuve. Il y a 2 millions de logements en moins dans le scénario 1 par rapport aux autres scénarios. Ça, c'est un levier qu'on n'avait pas vraiment activé jusqu'à présent. Et ça induit des différences notables dans les niveaux de production industrielle de béton, d'acier, d'autant quand on regarde aussi l'évolution de la mobilité, le nombre de véhicules. On a 2 fois moins de véhicules en circulation dans le scénario 1 par rapport au scénario 4. Enfin, donc, il y a des interactions entre les secteurs bâtiments, mobilité et production industrielle qui font qu'effectivement dans notre scénario on a une baisse importante de la demande de produits industriels, hein, moins 40% en tonnage, ce qui fait qu'on peut aussi se permettre d'importer moins puisque voilà, la capacité des usines elle baisse moins que ces 40%, donc on a une amélioration de la balance commerciale par rapport à ça. Sur la biomasse, c'est pareil, il y a une forte interaction entre secteurs. La réduction de la consommation d'énergie via la sobriété, ça permet de prélever, enfin de limiter la hausse des prélèvements de bois. D'autre part, la baisse de la consommation de viande, elle permet de aussi libérer des surfaces agricoles. Un gros mangeur de viande aujourd'hui consomme 4 fois plus d'espace agricole qu'un végétarien. Donc il y a des différences majeures de ce point de vue-là. Et en libérant ces surfaces agricoles, on permet de stocker davantage de carbone, de modifier les pratiques, d'accroître le puits de carbone, parce qu'in fine, l'objectif, c'est la neutralité carbone. Et tout ça, ça va sans doute permettre aussi de modifier les équilibres entre le gaz, l'électricité. Donc voilà, je pense que c'était important de dire ça, parce que ces interactions, la sobriété, c'est quelque part la charpente de ces scénarios. Tout est interconnecté et la sobriété, elle est au cœur.
Alors, il y a beaucoup de questions depuis hier. Et on a eu beaucoup de réponses dans les différentes plénières. Mais donc, on voit les trajectoires. On comprend qu'avec le GIEC, notamment avant-hier matin, qu'on n'est pas franchement sur la bonne trajectoire si on continue comme ça. Donc, il y a un moment donné pour ces ruptures, ces changements de direction très, très importantes. Comment on fait? Alors, il y a quand même beaucoup de représentants des collectivités dans la salle. Il y a une part de responsabilité de l'État, d'interdiction, de réglementation. On a beaucoup parlé. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas tout simplement les véhicules voilà, d'une certaine taille, très polluants? Je ne sais pas, quel est votre avis sur la question? Quelle est la part de responsabilité des uns et des autres? Je crois que effectivement, on vit des années avec finalement un contexte, par exemple sanitaire, qui a accéléré certains comportements et peut-être parfois dans le bon sens. On comprend en fait finalement qu'il va y avoir une accélération des modifications de consommation et de production énergétique en France en particulier, qui va nécessiter donc d'être rapide et de prendre des décisions rapidement, quoi. Donc on sent bien qu'il y aura des responsabilités individuelles, des responsabilités familiales, collectives, pour avoir des gestes de comportement un peu différents, et des responsabilités de pouvoir public pour développer des infrastructures ad hoc, ou bien des politiques publiques qui pourront répondre à cet enjeu. Mais je voudrais dire que au nom de RTE, puisque en fait notre spécificité de notre rapport aussi, c'est de garantir à chaque heure la sécurité d'alimentation électrique. Nous devons préparer très vite le réseau qui demain va pouvoir absorber tous ces comportements et ces augmentations finalement de consommation et de mix de production, avec donc le maximum de sobriété. Voilà, et des contraintes qui vont s'aggraver encore l'hiver prochain. On anticipe ça, et je sais que vous l'anticipez aussi côté réseau. Vous souhaitiez compléter, bien sûr. Oui. Non, effectivement, la sobriété et la charpente, elle est indispensable, et elle ne se produira. Il y a beaucoup de discours aujourd'hui, il faut passer aux actes. Elle ne se produira que si l'ensemble des acteurs vont dans le même sens. Et c'est pas nouveau en fait. Moi, j'étais en 2012 au secrétariat général du débat national sur la transition énergétique. On avait organisé une journée citoyenne dans les régions, dont était remonté fortement ce message-là. Les citoyens étaient prêts à des ruptures dans les modes de consommation, etc., mais à condition d'être accompagnés. Et on l'a retrouvé avec la Convention citoyenne sur le climat, évidemment, dont l'essentiel des recommandations peut être rattaché à de la sobriété. Dans le contexte actuel, on a beaucoup entendu, sans toujours dire le mot de sobriété, des appels à la modération des consommations, etc., l'AIE, le gouvernement français, la Commission européenne. Mais c'est en général, réduisez votre vitesse, réduisez le chauffage chez vous. Ça reste individuel, quoi. Pour des franciliens, par exemple, ok, on va réduire le chauffage chez soi, et puis on va aller prendre les transports en commun, et là on va constater que tous les écrans publicitaires télé qui consomment énormément d'électricité restent allumés. Et donc, ne serait-ce qu'à un niveau-là, la cohérence des signaux qu'envoient les pouvoirs publics est importante, mais au-delà de ça, les changements profonds en matière de sobriété qui touchent à des choses comme, encore une fois, les distances que l'on parcourt, la surface des bâtiments, ou la production industrielle qui doit en fait s'adapter à ce qu'on a besoin de consommer plutôt que l'inverse. Tout ça, ça passe par une action forte des pouvoirs publics pour créer les infrastructures nécessaires, en dur. J'évoquais tout à l'heure la mobilité douce, en soft aussi, c'est-à-dire changer les valeurs, changer les représentations culturelles, et puis agir aussi en termes de régulation sur les conditions dans lesquelles les entreprises font évoluer leur modèle d'affaires pour apprendre à créer de la valeur en économisant de la ressource, au lieu, comme elles le font aujourd'hui la plupart du temps, de créer de la valeur en détruisant de la ressource sans payer l'externalité. Donc c'est un travail éminemment collectif, et donc on est à un point important où cette prise de conscience de la nécessité de la sobriété va peut-être enfin permettre, vous l'évoquiez tout à l'heure, que les politiques aient le courage de mettre en place ces mesures, en ayant conscience que les citoyens sont peut-être plus en avance qu'eux sur la compréhension de la nécessité de ce changement. Et oui, preuve en est les propositions de la Convention citoyenne, on s'aperçoit que ça va quand même beaucoup plus loin. David Marchal, vous souhaitiez compléter
chacun doit prendre sa part, on a bien compris. Oui, non, je pense juste un mot, c'est la notion d'équité sociale et de justice par rapport à ça. Enfin, je crois que c'était effectivement une des conclusions du grand débat national aussi sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on est prêt à bouger à condition qu'il y ait un sentiment de justice. Et enfin voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que c'était vraiment quelque chose de très... La justice sociale et puis tous les bénéfices aussi de la sobriété pour qu'elle soit bien vécue. Oui, c'est important quand même, un petit dernier mot sur les avantages, les bénéfices de la sobriété. Oui, ben je crois que c'est très important de le dire. C'est-à-dire, la table ronde, là, elle visait à dire, oui, il n'y a pas de neutralité carbone sans sobriété énergétique. C'est vrai que les sujets n'ont rien à voir. Enfin, on pourrait imaginer peut-être d'avoir une neutralité carbone atteinte avec une augmentation de la consommation d'énergie. Bon, déjà, nos exercices montrent quand même, oui, il y a une baisse de la consommation d'énergie pour atteindre la neutralité carbone. Mais je crois qu'il y a d'autres enjeux qui vont peut-être nous rattraper, qui sont des enjeux liés aux ressources, et on a essayé de les qualifier dans notre exercice. Alors je vais donner quelques chiffres sur ces sujets-là, mais sur les matériaux pour la transition énergétique, donc ceux qui sont utilisés dans les énergies renouvelables ou dans les véhicules électriques, on a un facteur 2 entre le scénario 1 et le scénario 4 sur l'acier, l'aluminium, le cuivre utilisé par ces scénarios. Sur l'artificialisation des sols, il y a une différence de 600 milliers d'hectares artificialisés entre le scénario 1 et le scénario 4. C'est le département de la Charente en termes de surface. Sur la consommation d'eau, on a sur l'eau d'irrigation pour l'agriculture entre moins 30% et plus 30% par rapport à aujourd'hui entre le scénario 1 et le scénario 4. Tout ça, on voit que ce sont des enjeux dont on entend aussi beaucoup parler. Ces questions de pression sur les ressources, ces questions d'artificialisation, de consommation d'eau. Voilà, réduire par exemple la construction neuve, là aussi, les besoins de matériaux varient d'un facteur 2 entre le scénario 1 et le scénario 4. Donc tout ça, pour nous, c'est aussi un levier pour accroître la résilience de notre trajectoire, l'adaptation au changement climatique et notre résilience par rapport aux crises, comme la crise ukrainienne, qui est en fait une crise énergétique, alimentaire, qui induit une crise sur les prix des matériaux. Enfin, on voit que tout ça, finalement, est devant nous. Et la question de la sobriété, c'est quand même la façon la plus rapide de diminuer ces consommations-là. Et cette dépendance, oui. Merci beaucoup. Jean-François Caron nous rejoint pour un petit mot de conclusion. Oh si, tout petit. Moi j'ai une question, Jean-François. Parce que, alors Jean-François Caron, pour ceux qui viennent d'arriver, directeur de la Fabrique des Transitions et maire de Los-en-Gohelle. Moi j'avais envie Jean-François, qu'est-ce qui serait comme action mise en place la plus emblématique qui crée de la sobriété et en même temps du lien social? J'ai une idée en tête, mais enfin, je voulais choisir quand même. Non, je suis un peu pris au dépourvu parce que j'étais dans l'atelier psychologie comportementale et je trouve très intéressant d'entendre l'analyse comparative entre comment dans un atelier on est dans des transformations extrêmement fines de ce qui se passe au cœur de nous et qui sont décisives, et notamment une interpellation sur la psychologie des élus. Donc j'ai bien écouté parce que j'en fais partie, mais il y en a un certain nombre là dans la salle. Le pathos des élus, comment on le traite? Voilà, moi j'ose le dire, on a un pathos, on est dans une situation, on doit prendre des responsabilités extrêmement compliquées, on est pris entre la perception qu'on a de l'état de la société et le décalage qu'on peut avoir, parce qu'en même temps c'est pas aussi simple que ça. Les gens répondent des choses dans les sondages, mais quand on les met en situation, ils le font pas. Donc tout le monde a son pathos, quoi. En fait, on est tous dans des dissonances cognitives incroyables dans cette affaire, quoi. Tous. Il y a des endroits où on peut balayer devant notre porte en disant mais qu'est-ce que j'ai fait là, quoi. J'ai pas vraiment été cohérent. Bon, et donc du coup, l'articulation entre ces scénarios qui pour moi sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de mettre le niveau des hypothèses stratégiques, quoi. Si on joue un demi-degré ou une situation isolée, c'est pas du tout pareil que si on est sur un changement de caractère mondial qui touche l'ensemble
des sources d'énergie et des consommations dans le monde. Bon, donc du coup, les scénarios, c'est extrêmement précieux. Et tout à l'autre bout, nos attitudes individuelles sont extrêmement précieuses. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est comment on résout cette tension. C'est le cœur de ces assises. C'est pour ça que je suis un peu embêté quand vous me dites qu'est-ce que je vous retenez. Parce que c'est forcément une affaire systémique. Cette affaire, forcément, elle ne peut pas se résoudre à une bonne recette. Et je trouve que c'est intéressant, le débat entre un scénario ou 4 scénarios, par exemple. C'est extrêmement intéressant. Mais ce qui est riche, c'est que ça nous amène tous à nous dire, à nous creuser la tête. C'est plus l'affaire uniquement des techniciens, que pour une part vous êtes, excusez-moi de le mettre ainsi, vous êtes des experts, ça devient notre affaire à tous. Voilà. Et donc du coup, c'est des nouveaux dialogues, c'est des mises en scène. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le travail sur les scénarios, parce qu'il incarne, il illustre, et il oblige à dire, bon, je fais pas... quels endroits je fais des bifurcations. Je ne sais pas si je peux vous dire autre chose que... Eh ben, nous allons maturer tout ça pour le déjeuner. Merci. Un grand bravo à tous les trois. Bravo à Thierry Salomon et Benoît Leclerc pour la préparation. Et à tout à l'heure à 14h pour la reprise. Bon déjeuner à tous.